Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni. Bonjour et bienvenue dans Le Peuple lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain ce n'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle, c'est le creuset, sous haute pression, de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les chants les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. Un fait singulier. Jusqu'à présent, je n'avais jamais rencontré personne qui n'aime pas Zweig. Si c'est le cas, manifestez-vous. Moi, je crois qu'il a tant de finesse dans le bon sens, tant de justesse dans le romanesque, qu'on ne peut que l'aimer. C'est quelque part la meilleure version de nous tous. Et la diversité de son œuvre en témoigne, puisqu'il a excellé dans tous les genres. En poésie d'abord, puis dans les biographies avec Fouché, Marie-Antoinette, Marie Stuart, Magellan, Erasme, dans le roman, dans les nouvelles, le théâtre, les essais, dont il se rapproche avec Le Monde d'hier, et de nombreux textes sur l'idéal et l'avenir de l'Europe, des chroniques, des articles. Il a même été le traducteur de Baudelaire, Rimbaud ou Verlaine en allemand. Ce maître de la biographie a écrit la sienne propre, en même temps que celle de son époque, dans Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Il naît en 1881 dans une famille bourgeoise, juive et laïque, de Vienne. Il subit l'éducation rigide de l'Empire austro-hongrois. Très jeune, il est reconnu pour ses poèmes et écrit pour la Neue Freie Presse de Theodor Herzl. Le succès ne se démentira plus. En 1904 commencent les Wanderjahre, les années de curiosité, de voyage et d'errance, dans les capitales européennes, puis en Inde, aux États-Unis et au Canada. Zweig ne partagera pas l'enthousiasme général des premiers mois de la guerre. Il échange au contraire une riche correspondance avec le pacifiste Romain Rolland. Dans les années d'entre-deux-guerres, Zweig s'installe à Salzbourg. Le succès international vient avec Amok et La lettre d'une inconnue en 1922. Il ne se démentira plus avec La confusion des sentiments, Les très riches heures de l'humanité, 24 heures de la vie d'une femme en 1927, Fouché, Marie-Antoinette, Erasme, Le chandelier enterré, La peur. C'est depuis l'exil, chassé par la montée du nazisme, qu'il publiera La pitié dangereuse et Le joueur d'échecs. Enfin, c'est à titre posthume que sera publié L'ivresse de la métamorphose, resté inachevé. Par la suite, l'adaptation de nombre de ses récits au théâtre ou au cinéma lui vaudra un succès durable. Ce qu'il faut en retenir, c'est que Zweig, c'est la finesse. La finesse des observations, la finesse du style et la finesse du regard dans une époque qui manque cruellement de nuances. J'ai tendance à croire que la langue allemande, par sa capacité à créer des concepts, à assembler ou à disséquer des idées dans le même mot, permet plus précisément que les autres de traduire la subtilité des sentiments, de ciseler des descriptions intérieures. J'en prends un exemple. Il y a en allemand 2 mots pour dire le corps. Il y a Körper, le corps extérieur que les autres perçoivent, et Leib, le corps que je sens au bout de mes doigts, celui que j'habite. Eh bien, Zweig crée des personnages avec un Leib. Il nous fait vivre leur intériorité. Je me souviens avoir pleuré dans un train en lisant La lettre d'une inconnue, un personnage dont on sait finalement peu de choses dans un récit court, mais qui nous emporte dans les marées et les flux et reflux de l'amour vécu. Il a brillamment peint la psychologie d'un enfant, dans Un brûlant secret, de jeunes filles, dans Ivresse de la métamorphose par exemple, de femmes, dans La peur, 24 heures de la vie d'une femme ou La lettre d'une inconnue, de barbares, de vieux érudits, d'un homosexuel dans La confusion des sentiments, et même de personnages bibliques avec sa très délicate nouvelle Rachel, pour ne citer qu'elle. C'est ce sens de la finesse qui lui permet de nous faire vivre les personnages et monter en intensité dramatique, même lorsque la fin a souvent été annoncée dès le début, ou dans le cas des biographies, lorsqu'on sait déjà ce qui va se passer. Cette finesse du style et du regard, cette élégance, toujours pleine de tact, de la plume de Zweig, en font un merveilleux conteur. Ses textes les plus célèbres sont difficiles à classer. Il y a dans Le joueur d'échecs la matière d'un roman, plus de détails et d'intériorité qu'il n'est habituel dans une nouvelle, et pourtant toute l'action est resserrée en un lieu, autour d'un personnage.
Il s'intitule d'ailleurs en allemand Schachnovelle, la nouvelle du jeu d'échecs, presque une conversation avec le lecteur. Mais la complexité de la construction du récit enchâssé et l'attachement au personnage lui donnent une autre dimension. C'est peut-être pour cela que le joueur d'échecs a été adapté sous des formes si différentes, au théâtre, au cinéma encore récemment, ou au roman graphique. Un bel héritage pour celui qui disait « On ne fait des livres que pour rester liés aux hommes par-delà la mort, et pour nous défendre ainsi contre l'ennemi le plus implacable de toute vie, le temps qui passe et l'oubli. » Tout de suite, l'opéra de Richard Strauss, La femme silencieuse, dont Stefan Zweig a écrit le livret, raison pour laquelle il a été interdit en Allemagne dès 1935. Du süßester Engel, wie herrlich hast du geträumet, all dies dir geheilt, ja, all dies dir geheilt, von seinem Bann. C'était La femme silencieuse de Richard Strauss, livrée par Stefan Zweig, 1935. Cette émission est bien évidemment trop courte pour insister sur toutes les facettes du talent de Stefan Zweig. Biographe, romancier, conteur, essayiste, auteur dramatique et donc même librettiste. Mais j'aimerais mettre en lumière un personnage moins connu, l'épistolier, avec la lecture d'un très court texte, une chronique, qui s'intitule « L'art de la lettre ». L'art de la lettre. Un art noble et précieux semble près de disparaître, l'art de la lettre. Ce qui le rendait si merveilleux, si florissant, et lui conférait une richesse si particulière, est le fait que cet art, à la différence de tous les autres, n'était pas réservé exclusivement aux artistes. Il était donné à chaque individu d'exprimer à travers la lettre ses élans et les moments fugaces où il était soulevé d'enthousiasme. On pouvait partager avec un ami, un étranger, ce que l'on avait vécu de la journée. Un événement, un livre, un sentiment. On pouvait le faire d'une main légère, sans avoir la prétention de lui offrir un cadeau, sans l'appréhension et le risque de devoir assumer la responsabilité d'une œuvre artistique. C'est ainsi qu'ont été produites, par le passé, d'innombrables petites merveilles dans un monde paisible, au sein duquel on croyait encore à la valeur et à la force tranquille des mots échangés entre individus. Mais cet art pur et noble de la lettre semble toucher à sa fin. Les premiers responsables de sa disparition ont été les journaux, qui écrivent surtout en s'adressant à tout le monde, où les nouvelles que l'on se transmettait autrefois individuellement, et de manière feutrée, sont offertes à l'usage des masses sous une forme froide et impersonnelle.
Le deuxième facteur responsable de sa disparition a été la machine à écrire, qui ne connaît que des mots sans âme, qui efface l'image secrète que chacun donne de lui-même à travers son écriture. Le troisième responsable est le téléphone, qui permet aux gens de s'informer instantanément de nouvelles encore toutes chaudes, avant qu'elles n'aient été digérées et soient passées dans leur sang. C'est ainsi que parmi les millions de lettres qui sont acheminées quotidiennement vers les villes dans de grands sacs, on en compte à peine une douzaine qui révèlent des mots écrits à la main et qui ont véritablement une âme. On a complètement perdu le sens de l'effort solitaire, l'amour difficilement compréhensible pour nous aujourd'hui avec lequel nos aïeux, autant par le sang et par l'esprit, écrivaient autrefois leurs lettres. J'ignore si d'autres éprouvent le même sentiment de honte que moi lorsque je me trouve dans la maison de Goethe et que je vois avec quel soin ce maître absolu de la langue allemande, qui maniait la plume telle une baguette magique, révisait et corrigeait 2 ou 3 fois autant ses courriers importants que les plus anodins, avant de les juger mûrs pour être envoyés à ses correspondants. Ou lorsque je vois comment Nietzsche écrivait de sa propre main le brouillon de chacune de ses œuvres, je me demande toujours combien d'entre nous, qui avons un vocabulaire infiniment plus pauvre et qui sommes infiniment moins sûrs de nous, auront encore le courage, la sagesse et la patience de vouer autant d'amour et de respect à une lettre quelconque. Tous, ou presque tous, nous avons placé le genre épistolaire à côté de l'art proprement dit. Les artistes aujourd'hui se servent encore parfois de la lettre dans le cadre du commerce de l'art ou de la politique artistique. Ils ne lui accordent jamais de devenir ou d'être elle-même, en soi, une œuvre d'art. Mais de quel mystère nous sommes-nous privés par cette désaffection de la lettre ? Du fait qu'elle s'adresse toujours à un individu en particulier, à une personne précise qui nous est proche par la sensibilité, la lettre projette, qu'on le veuille ou non, un double de nous-mêmes, et, inconsciemment, la voix de notre correspondant lui répond. Et à partir de cette secrète connivence rayonne une familiarité, à la fois ouverte et intime, diserte et muette, discrète et distante. D'une manière générale, bon nombre de choses ne peuvent s'exprimer que sur ce ton ineffable d'une parole à deux, et peut-être les éléments les plus révélateurs sur notre époque nous échappent-ils parce que, justement, nous avons perdu, semble-t-il, cet art de la lettre. Extrait de la postface à Otto Euchler, Lettres des solitudes, 1924. Art de la lettre que nous poursuivons tout de suite avec celui de la conversation, puisque j'ai le plaisir de recevoir ici Ariel et Michel Sasson, qui sont tout aussi cosmopolites que Zweig, donc c'est une chance de les recevoir ici à Strasbourg. Bonjour Ariel. Bonjour. Alors Ariel, vous avez 15 ans, vous êtes au collège. Oui. Et vous me disiez tout à l'heure que vous n'aviez encore jamais lu Stefan Zweig. Alors, non, on m'a proposé quelquefois de lire, mais j'avoue que je n'ai pas forcément été tentée directement. Donc, je peux justement vous donner un peu ma vision sur quelqu'un qui n'a jamais lu Zweig. Et justement, c'est une émission qui s'adresse à tous les lecteurs pour faire découvrir de nouveaux auteurs. Et vous êtes ici avec votre père, Michel Sasson. Bonjour. Bonjour. Donc lecteur de Zweig depuis bien longtemps. Vous l'avez découvert comment ? Alors, je l'ai découvert comme la plupart des gens jeunes, très jeunes. Ça se lit, j'ai l'impression, entre 15 et 21 ans globalement. Et le sentiment que j'ai, c'est que le bien que les gens pensent de Zweig et le bien qu'ils pensent de leur propre jeunesse, beaucoup plus que de l'œuvre de l'artiste. Je serais surpris que quelqu'un qui a 40 ans, découvrant Zweig, tombe de sa chaise en disant « quel grand écrivain !» Oui, parfois on parle d'optimisme forcé avec Zweig, cette impression qu'il oublie la part tragique d'une époque qui était pourtant pas joyeuse. Et est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi qu'il néglige toute une part de l'existence, qu'il se force à mettre des lunettes roses, à voir uniquement les aspects positifs ? Alors, je ne suis pas sûr que j'ai cette lecture-là. C'est-à-dire que le Magellan est une mort sans fin. La lettre d'une inconnue est une façon de s'envoyer des fleurs dans un mélo absolu. Enfin, je veux dire, non, j'ai pas. Le Zweig que je connais n'est pas celui qui s'envoie qui vit dans un univers rose. Au contraire, ça serait plutôt quelqu'un qui essaye d'être aimé de toute façon possible, de faire une œuvre sans risque pour être parfait, en essayant une synthèse entre Freud et la littérature.
Alors ça, c'est très intéressant, puisque c'est rare d'entendre ce son de cloche, d'entendre des lecteurs de Zweig qui lui reprochent, donc si je comprends bien, plutôt un manque du sentiment du tragique, manque de sérieux, manque de considération pour le lecteur aussi, puisque ce que vous dites, c'est quelque part qu'il écrit pour être aimé, donc pour lui-même. Alors, je suis pas sûr. Je pense qu'il... alors, pour moi, c'est un auteur de musée. C'est-à-dire, c'est à visiter, c'est très joli, mais ça raconte une époque, et ça raconte cette époque-ci. C'est aussi intéressant que je sais pas, les frères Goncourt ou le socialisme utopique. C'est formidable. Voilà, ça résonne d'un son qui n'est plus le nôtre. Et c'est amusant et instructif aussi d'entendre presque cette psychanalyse de Zweig, puisque lui-même s'intéressait beaucoup à la psychanalyse. On a été l'un des premiers vulgarisateurs en Europe, en tout cas a été l'un des premiers à l'associer à la culture Mitteleuropa, à en faire un des éléments dominants de cette culture du début XXe siècle. Et alors on y reviendra dans l'épisode sur Freud, bien sûr, sur les correspondances entre Freud et les écrivains, notamment Stefan Zweig. Mais puisque votre fille Ariel est ici, est-ce que vous lui recommanderiez de lire Zweig, et surtout, quel ouvrage de Zweig en particulier? Le joueur d'échecs, comme tout le monde. Mais, et pourquoi? Pour avoir la joie de découvrir le joueur de Go de Yasunari Kawabata juste après. Mais et pouvoir comparer les deux. Mais non, parce que ça, voilà, c'est une espèce de ping-pong entre une personne et une époque qui est intéressante. C'est bien fait. Hein. Enfin, encore une fois, moi, je déteste pas Zweig, je lui fais aucun mal et compagnie. C'est une bonne entrée, comme certains, je sais pas, comme le cas de Buzzati. C'est un peu pour moi la même chose, qui est une façon par la nouvelle que j'aime beaucoup. Mais c'est pas les nouvelles orientales de Yourcenar, c'est pas Borges, c'est pas de la, enfin, je sais pas ce que ça veut dire de la grande nouvelle, mais une nouvelle qui irait dans une espèce d'infini. Et là, on est, voilà, c'est bravo. J'ai l'impression que, et n'hésitez pas à me contredire si c'est pas le cas, mais que c'est le revers de la médaille de l'accessibilité, de l'humanité de Zweig, c'est-à-dire son souci de tout mettre à échelle humaine. Par exemple, le joueur d'échecs, c'est une manière de montrer la montée du fascisme, de l'enfermement, de la torture, de la solitude, mais à échelle humaine. Et ne vous y fiez pas, Ariel, c'est très agréable à lire, justement parce qu'il va incarner dans des personnages et qui va avoir ce qu'on pourrait lui reprocher comme optimisme forcé ou optimisme de la raison, mais chercher à se rendre accessible. Donc, est-ce que c'est finalement ce revers de la médaille, le fait de chercher à se rendre accessible, qui en fait aussi un auteur non seulement simple, mais facile? Alors, je ne sais pas si c'est simple. Encore une fois, moi, c'est plus daté que simple. Le reproche enfin, c'est même pas un reproche, mais le sentiment que j'ai, c'est que c'est la nouvelle qui dit ça, d'une façon ou d'une autre. Dans le Zaïre, par exemple, de Borges, on est dans quelque chose qui est vécu. Enfin, on est à la première personne, d'une façon ou d'une autre. Le joueur de Go, cet homme vieillissant. Et puis, il y a quelque chose... vous aviez, dans une précédente émission, vous aviez parlé de Joseph Roth, que je n'ai pas lu, justement. Et en fait, il y a quelque chose qui fait écho, qui est... Peut-être que la littérature, c'est une façon de raconter un monde qui disparaît, depuis Cervantes. En gros, on a toujours cette histoire d'une espèce de déploration de... Ça n'est déjà plus, encore le cas de l'écriture manuscrite de la lettre, dont vous parliez un tout petit peu plus tôt. Et finalement, quand on n'est déjà plus dans ce monde-là, déplorer celui qui est en train de mourir sous nos yeux, ça a peut-être un peu moins de sens. C'est peut-être ça qui fait écho. Ça me mène à deux hypothèses pour mieux comprendre cette opinion. Déjà, c'est vrai que Stefan Zweig a touché à tous les genres, mais n'a pas touché à la science-fiction. Et c'est peut-être d'ailleurs le seul genre auquel il n'est pas touché. Est-ce que ce serait le genre du récit, de la nouvelle, qui serait passé de mode? De fait, aujourd'hui, dans le monde de l'édition française, on voit peu de recueils de nouvelles, très peu, que ce soit autour d'une thématique, autour d'un même auteur. Est-ce que c'est ce genre de la nouvelle, c'est-à-dire de chercher à s'intéresser plus à l'histoire qu'à la diversité de personnages, qui est en fait une fenêtre
petite fenêtre ouverte sur la rue, sur le monde, qui serait datée? Je ne sais pas. Peut-être que la nouvelle a été mangée par la série Netflix. C'est-à-dire que c'est un peu la même méthode. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui se tient dans une durée très courte et avec un twist. Globalement, ce que je comprends de la nouvelle. Une fin qui n'est pas attendue ou qui permet de retourner. Et on habite tellement à l'intérieur que on a du mal à la lire parce qu'elle est notre mode de narration par défaut, très courte, très resserrée et twist à la fin. Donc, Et en effet, les récits de Zweig sont plus pensés indépendamment les uns des autres que comme une série Netflix. Et là, je me tourne vers vous, Ariel. Est-ce que vous regardez des séries? Alors oui, hier encore, j'ai regardé quelques épisodes de séries avant de me coucher, donc oui. Et je reviens à ma question. Alors, pourquoi est-ce que vous préférez les séries à une histoire suivie, un film, quelque chose de délimité? Alors honnêtement, j'aime beaucoup aussi les films, mais je regarde des séries parce que il y a quelque chose d'habituel dans le fait que, par exemple, la série que je regardais hier soir, je la suis depuis longtemps. Et petit à petit, on s'habitue au personnage et c'est comme si, quand on reprend, même si ça fait des mois qu'on n'a pas regardé, c'est comme si on retrouvait nos voisins ou une avenue ou une ville même. Et je trouve ça hyper confortant dans le fait qu'un film, c'est à chaque fois une découverte d'un univers. Il faut réfléchir sur qui sont les personnages, ce qu'ils font, et c'est hyper intéressant aussi. Mais la série, c'est aussi quelque chose plus du confort. Donc j'entends que ce qui plaît dans la série, c'est aussi la familiarité avec les personnages, l'amitié. Et pour aller dans votre sens, je dois dire que Stefan Zweig a créé de très belles histoires qui restent avec nous, mais peut-être pas de grands personnages. Il n'a pas un Gavroche, il n'a pas un D'Artagnan. Il va plus chercher à donner des aperçus qu'à donner des personnages qu'on peut voir évoluer. Il n'a pas fait de comédie humaine, il a plutôt fait l'inverse. Moi, j'avais une question, si vous permettez, pour Ariel. Je ne sais pas si tu as fini La ferme africaine de Karen Blixen, mais sur la façon d'écrire un roman avec des petits morceaux pour faire le lien entre roman et nouvelle. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Alors, donc je ne l'ai pas fini, mais je suis vraiment à la toute fin de La ferme africaine. Donc c'est tout frais là pour moi. Et justement, je trouve que elle découpe beaucoup plus en termes de sujets, sachant que les séries découpent beaucoup plus en termes de moments et sont beaucoup plus linéaires. Donc je trouve que les deux sont quand même relativement différents pour que je puisse apprécier l'un de l'autre. Mais j'imagine, je sais que j'ai lu quelques nouvelles et tout, surtout il y a quelques années et tout. Et en fait, ça m'a peu intéressée aussi parce que je pense que ça se rapproche trop de quelque chose que je connais. Alors que, par exemple, Karen Blixen, ça m'a énormément plu, du fait aussi que ce soit très, très différent du découpage. Je suis aussi très intéressée par ce format de roman, d'histoire suivie avec des personnages auxquels on s'attache, mais qu'on va voir par aperçu. Ce qui n'est pas le style de Zweig. Zweig avait une belle citation et qui résume son opinion sur les personnages. Il disait « J'ai personnellement plus de plaisir à comprendre les hommes qu'à les juger ». Et donc pour conclure, si vous aimez les séries Netflix et cette familiarité qu'on peut avoir avec Emily in Paris, quelle que soit l'histoire, mais parce qu'on est habitué à revoir les mêmes personnages, Zweig ne sera peut-être pas votre auteur fétiche. En revanche, si ce qui vous intéresse, c'est de comprendre ces aperçus, c'est cette position de spectateur avec un regard très acéré, très fin, très délicat, avec aussi, c'est une autre hypothèse, avec cet intérêt pour la langue allemande, qui est une langue de la dissection de la pensée, la langue des concepts. Et là, je ne peux que vous recommander Zweig, qui en plus, vous l'avez compris, qu'on l'apprécie ou non, c'est un auteur accessible, déjà parce qu'il écrit des textes courts, et ensuite parce qu'il va porter un humanisme dans lequel on peut tous se reconnaître. J'avais dit au début le meilleur de nous-mêmes, en tout cas la part la plus optimiste et lumineuse. Lumineuse peut-être sans éclat, ça on y reviendra, mais en tout cas la plus lumineuse et la plus claire de nous-mêmes. Merci beaucoup.
Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Ciboli.